Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CQFD, l'émission qui vous simplifie la vie patrimoniale. Au sommaire de ce mois de février, nous vous dirons quelle est l'allocation qu'il vous faut pour votre épargne, comment bien mixer le fonds sécuritaire en euros, les actions ou l'immobilier pour maximiser le rendement de vos placements. Réponse dans quelques instants. Et puis nous verrons si la rentabilité de la paire papier est toujours au rendez-vous ou pas cette année en 2019. On verra également si certains montages patrimoniaux ne sont désormais pas dans le viseur du fisc, comme la presse patrimoniale a pu le rapporter ces derniers temps. Mais d'abord, comme chaque mois, c'est parti pour le JT de CQFD. Et on démarre ce JT avec cette question, y aura-t-il oui ou non une remise à plat des niches fiscales en France? Bonjour Émilie. Bonjour David, et oui effectivement le débat a été relancé début février par Gérald Darmanin dans un entretien au Parisien. Le ministre du Budget a laissé entendre qu'il souhaitait réduire d'1 milliard d'euros les niches des plus aisés pour financer des baisses d'impôts pour les moins riches. Alors comment? Soit en diminuant leur plafond global, soit en introduisant des conditions de ressources. Mais du côté de l'Élysée, on minimise, il s'agirait d'une simple idée du citoyen Darmanin, une idée donc parmi d'autres dans le grand débat national. Et d'ailleurs, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, le chef de l'État serait totalement opposé à toute nouvelle hausse d'impôts, donc a fortiori à une remise à plat des niches fiscales. Allez, on poursuit ce JT avec ces sommes d'argent qui dorment sur des comptes ou sur des contrats d'assurance vie oubliés. On les appelle les comptes en déshérence. Et pour les récupérer, Émilie, c'est un vrai casse-tête. Et oui, et c'est ce que pointe d'ailleurs la Cour des comptes dans son dernier rapport. Le site Cyclades, qui avait été mis en place il y a 2 ans pour aider les particuliers, ne serait pas très performant. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fin 2018, sur les 5,1 milliards d'euros dormants conservés par la Caisse des dépôts et consignations, seuls 143,2 millions auraient été restitués, soit seulement 3% des sommes déposées, en cause des procédures trop complexes et des délais souvent trop longs. Rappelons qu'un compte tombe en déshérence au bout de 10 ans d'inactivité. Ces sommes sont ensuite conservées par la Caisse des dépôts pendant 20 ans avant d'être réaffectées au budget de l'État si personne ne les a réclamées. Allez, dernière info, après le Portugal, l'Italie fait les yeux doux aux retraités français. Et oui, l'idée c'est toujours d'attirer des retraités étrangers fortunés pour faire tourner l'économie. Alors dans sa loi de finances 2019, l'Italie vient d'instaurer une sorte de flat tax, une taxation unique de 7% sur les pensions de retraite ou tout autre revenu de source étrangère. Mais attention, il y a des conditions pour en bénéficier. Il faut s'installer dans une ville de moins de 20 000 habitants. 8 régions du sud de l'Italie sont concernées. Et puis cet avantage fiscal ne peut durer que 5 ans. Passé ce délai, bien, les revenus des étrangers sont imposés selon le barème progressif de l'impôt italien. Allez, merci Émilie. Merci David. Rendez-vous le mois prochain. Quelle allocation faut-il cette année pour votre épargne? On voit ça avec vous Nadine. Bonjour. Bonjour David. Bon, cette question, elle a du sens, pardon, on pourra se la poser année après année, mais 2018 a été une année assez particulière. On a quand même vu toutes les classes d'actifs dans le rouge, les actions, les obligations, les matières premières. Ça a encore du sens de bien diversifier son épargne, ce qu'on nous apprend depuis la nuit des temps avec cette année 2018 très différente qui a pris tout le monde à revers. Oui, tout à fait, mais je pense que quelque part, il va falloir faire peut-être la différence entre diversification et décorrélation. Jusqu'à maintenant, on va dire... C'est pas un peu la même chose là quand même, non? Pas exactement. Diversifier, c'est peut-être aller par exemple acheter un marché américain et un marché brésilien ou un marché japonais, pensant que quelque part les particularités locales feraient que les marchés ne réagiraient pas de la même façon. Décorréler, c'est de trouver des actifs qui vont se comporter différemment lorsqu'il y a des phases de hausse ou des phases de baisse. Voilà, donc c'est vraiment le sens maintenant pour nous, c'est le sens décorrélation plus que diversification. Voilà, de la très bonne diversification diront certains. Donc ça veut dire qu'on se dit quoi? On se dit que 2018 c'était peut-être pas un accident et que justement il faut aller vers vraiment de la bonne décorrélation pour être sûr que si ça se reproduisait encore, personne ne lit dans le mar de café, on soit bien protégé? Exactement, je pense que la problématique qu'il y a, c'est justement le niveau des obligations. Encore une fois, on répète que les taux sont devenus extrêmement bas. De facto, ils ne protègent plus contre les volatilités des marchés actions, comme on pouvait l'avoir ces 10 ou 20, voire même ces 30 dernières années, et qu'il va falloir partir sur d'autres classes d'actifs. Bon, on se dit qu'en assurance vie, la base, ça reste toujours le fonds en euros, même si les rendements s'effritent, c'est le cœur d'un portefeuille. C'est aussi un actif décorrélant, dans la mesure où, on l'a bien vu cette année, même des mauvais fonds euros n'ont pas forcément baissé. Donc on a effectivement cette protection qui est apportée par le fonds en euros lorsque les marchés baissent. Donc on a une vraie décorrélation. Donc c'est pour ça que le fonds en euros reste, à notre sens, un vrai pilier de l'allocation. Ouais. Alors donc il y a le pilier, encore une fois, le cœur, les fondations, le rez-de-chaussée, on peut le dire comme on veut. Après évidemment, les marchés actions, on l'a vu, ce sont des montagnes russes, ça peut faire peur, mais
tant qu'il y a de la croissance dans le monde, ce qui est le cas aujourd'hui, on se dit que c'est quand même pas idiot d'avoir des actions sur son portefeuille parce qu'il y a de la croissance dans le monde, donc des profits qui devraient augmenter, peut-être moins qu'avant, mais quand même. Exactement, je pense que les actions, c'est vraiment le placement. Encore une fois, on a eu une correction en 2018, mais qui venait après presque 10 ans de progression ininterrompue. Alors pas complètement en Europe, on a eu des accidents en 2011, un petit peu en 2015 et 2016, mais fondamentalement, sur un placement long terme, on s'aperçoit que les actions sont toujours un placement qui rapporte, et qui rapporte, on va dire, sur une moyenne long terme, 6 à 7% par an. Il n'y a pas de raison que les années prochaines soient différentes de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Le profil type, c'est compliqué parce que chacun est différent, etc. Mais si on parlait d'un profil type idéal, ça ressemblerait à quoi? On a préparé un petit graphique, c'est en gros, on se dit que la moitié, le fonds en euros, on en a parlé, le fonds en euros, c'est la base, c'est la moitié de son portefeuille? Exactement, environ la moitié de son portefeuille, oui, en fonction du profil de risque. Après, plus ou moins, on pilotera cette exposition-là. Ensuite, tel qu'on l'a dit, les actions, hein, on préfère les actions aux obligations, hein, puisque les obligations vont remonter dans le futur. On ne sait pas forcément trop quand, mais on sait que ça va arriver. Et puis le troisième pilier, auquel on n'a pas forcément parlé jusqu'à maintenant, c'est l'immobilier. C'est vrai que cette année, on s'est aperçu que c'est la seule classe d'actifs qui a continué à progresser. Et je pense que dans le futur, ça va avoir le même impact dans un portefeuille, c'est-à-dire d'apporter vraiment cette décorrélation que l'on n'a plus forcément dans les actifs financiers. Mais ceux qui nous regardent et qui se disent, tiens, ils nous mettent, on est à peu près à 30% là d'immobilier, mais j'ai déjà de l'immobilier, moi, j'ai ma résidence principale, secondaire, pour ceux qui ont de la chance. C'est vraiment malin de remettre de l'immobilier quand on en a déjà? Oui, je pense que c'est pas la même chose, c'est ça? C'est pas exactement la même chose. Effectivement, là, on parle d'immobilier papier. Les rendements qu'on a eus ces dernières années justifient largement qu'on intègre toujours, alors peut-être pas 30%, on serait plutôt autour de 20% dans un portefeuille relativement, on va dire, prudent. Hein. Je pense que quand on compose un portefeuille comme cela, on a un niveau de volatilité, je sais que c'est un terme un petit peu barbare, mais c'est ça qui va expliquer peut-être les pertes qui pourraient arriver si vraiment tout se passait mal. On a une volatilité autour de 1,50, 1,60, donc on est dans un profil relativement sécuritaire. Donc voilà, la moitié en fonds euros, 20%, vous avez raison, en immobilier commercial, donc c'est là où on diversifie par rapport à sa résidence principale. Et donc le reste en actions, pour le coup diversifié, mais peut-être pas décorrélé, là je regarde, hein, Europe, monde émergent, c'est vraiment, quand on met de l'Europe, des actions européennes, des actions du monde entier, des actions de pays émergents, on diversifie, on décorrèle. C'est un peu plus technique, mais on a expliqué la différence entre diversifier et décorréler. Exactement. Non, mais tout à fait. Mais je pense que quelque part, on s'aperçoit que cette diversification sur des courts termes peut-être marche pas forcément toujours très bien, mais sur du long terme, on a des vraies convictions, comme quoi les pays émergents, par moments, ont des dynamiques différentes que celles des pays européens ou que celles des États-Unis. Donc, quelque part, cette diversification, sur une optique de long terme, je pense qu'il faut la garder au sein des actions. Ouais. Sachant que là, quand on dit profil type, personne ne peut se reconnaître parce que chacun a, encore une fois, des attentes, dort plus ou moins bien quand son portefeuille se dévalorise, souhaite acheter un bien dans 2-3 ans, la temporalité est différente pour chacun. Donc, quelque part, après, ça, c'est la base. Et ensuite, on fait bouger les curseurs, c'est ça? Exactement. On sait très bien que quelque part l'immobilier, c'est quand même un placement plus ou moins moyen terme, voire même un peu plus long terme. C'est évident pour des clients ou des épargnants qui auraient besoin d'avoir des sorties rapides. Je veux dire, l'immobilier n'est pas forcément la bonne allocation à l'instant T donné. Voilà. Et pour ceux qui veulent prendre plus de risques, voilà, on fait bouger le curseur, mais plus d'actions, moins d'immobilier, un peu plus de fonds en euros. Et on trouve en fait son propre profil. Merci pour cette explication, Nadine. Je vous en prie, David. Au revoir. Les CPI sont-elles toujours aussi rentables? On voit ça avec vous, Grégory, bonjour. Bonjour David. Alors c'est vrai que chaque année, on voit les classements des CPI, c'est la presse qui le dit, hein, c'est pas nous, mais c'est considéré souvent comme le meilleur placement chaque année en termes de rentabilité, au-delà de 4% moyenne avec des pics à 5-6% de rendement par an. Le meilleur est derrière nous ou c'est toujours d'actualité? Parce que c'est bien le rétroviseur, mais après il faut regarder devant. Hein. Exactement David, peut-être rappeler ce qu'est le produit SCPI, c'est la possibilité pour les particuliers d'investir comme les professionnels sur de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de santé, d'en déléguer la gestion à des professionnels. C'est vrai qu'en 2018, les SCPI auront encore particulièrement tiré leur épingle du jeu avec des rendements, c'est-à-dire des distributions autour de 4,40%. Voilà. Comment est-ce qu'on explique, année après année, les performances, voilà, elles s'effritent légèrement, mais elles sont toujours au rendez-vous? Comment on l'explique? Comment on explique à la fois la régularité, c'est ça qui est intéressant, la régularité de la performance et cette surperformance, les deux en même temps? Alors, surperformance, ça dépend par rapport à quoi, mais c'est sûr que les SCPI sont devenus dans le paysage, pour les investissements des particuliers, une classe à part entière. Quand on regarde par rapport au rendement du livret A, surperformance, par rapport au plan d'épargne logement, surperformance, par rapport au rendement des fonds en euros,
surperformance, mais ça dépend. Ce qui est logique aussi parce qualités. qu'il n'y a pas de garantie en capital non plus. C'est normal aussi qu'il y ait une surperformance. Elle est attendue. Exactement, parce que le rendement, c'est la rémunération d'un risque et c'est un actif tangible avec des baux de long terme dans un marché qui se comporte plutôt bien, c'est-à-dire que les entreprises ont la possibilité de payer les loyers, que ce soit des locataires de bureaux ou des locataires d'EHPAD, de cliniques ou même des locataires résidentiels. On peut dire que tous les clignotants sont au vert ou parce qu'encore une fois, on regarde devant, il y a des clignotants qui virent à l'orange parce que voilà, il y a des événements qui peuvent impacter positivement ou négativement. Encore une fois, ces investissements, on pense au Brexit, on se dit, tiens, c'est favorable ou défavorable le Brexit? Alors, le Brexit, c'est un des éléments extrêmement favorables à l'immobilier de bureaux parisiens. Il va y avoir un report d'une demande de certains utilisateurs, comme les grands utilisateurs financiers. Ce n'est pas le seul voyant qui est au vert, mais peut-être dire à vos téléspectateurs quels sont les voyants qui sont au rouge. C'est le cas échéant la remontée des taux, c'est-à-dire le moment où la Banque centrale européenne va mettre fin au quantitative easing, c'est-à-dire d'arrêter d'arroser avec des liquidités. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir une remontée du taux des bureaux qui sera défavorable à la valeur. Mais ça ne changera rien à la capacité des SCPI à distribuer un rendement. Voilà. Et dans les clignotants qui sont verts, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait rappeler? Alors, pour le marché français, c'est essentiellement le Grand Paris qui va créer des incroyables opportunités d'investissement. C'est également la très bonne santé des entreprises, des bureaux. C'est les évolutions sociologiques qui peuvent faire que sur les EHPAD, sur les cliniques, il y aura de plus en plus besoin d'immobilier pour fonctionner. Bon, et donc sur 2019, on finit là-dessus. Les performances seront encore au rendez-vous. Vous mettez votre chemise ou un billet là-dessus? Alors, je mets un billet, David, effectivement, sur les performances des SCPI. Moi, j'attire l'attention sur le fait que tous les rendements et toutes les SCPI ne se valent pas. Avoir des SCPI qui distribuent plus de 7% dans un marché où l'immobilier de bureau fait du 4,5%, il faut quand même voir quelle est la rémunération du risque. Il faudra peut-être aussi challenger les SCPI sur la capacité à distribuer des plus-values, c'est-à-dire rendre la valeur créée dans les années passées et de voir comment vont évoluer le prix de souscription des parts. Voilà, merci pour ces explications. Grégory Frappet, donc merci beaucoup. Merci David. Certains montages patrimoniaux sont-ils dans le viseur du fisc? Bonjour Alexandre. Bonjour David. Alors il y a beaucoup de Français, il faut le rappeler, qui utilisent cette technique du démembrement de propriété, notamment dans l'immobilier, pour optimiser, on le sait, les droits de succession. Et quand on lit la presse ces derniers jours, ces dernières semaines, on aurait pu croire que le fisc voyait maintenant d'un mauvais œil, encore une fois, ce type de montage patrimonial. Déjà juste, on rappelle quand même, quel est l'intérêt de démembrer un bien immobilier? Et puis après, on revient à l'actualité. Pour rappel, démembrer un bien immobilier, ça consiste à scinder le droit de propriété en deux parties. Donc, il y a la partie usage qui appartient à l'usufruitier et la partie disposition qui appartient au nu propriétaire. Et démembrer un bien immobilier, ça veut dire que potentiellement, je vais aller donner la nue propriété, qui est valorisée en fonction de l'âge de l'usufruitier, à mes enfants pour pouvoir optimiser ma transmission. Et donc concrètement, on paye moins de droits de succession, c'est ça l'objectif? Effectivement, la valorisation de ma nue propriété, elle est fonction d'un barème défini à l'article du Code général des impôts et permet de diminuer l'assiette au titre des droits de donation, appelés droits de mutation à titre gratuit. Voilà. Est-ce que l'administration, encore une fois, pourquoi est-ce qu'elle serait plus regardante aujourd'hui? La loi a changé? Il y a une modification des textes avec la loi de finances 2019, puisque l'abus de droit voit son périmètre élargi. Alors l'abus de droit, pour rappel, c'est l'utilisation d'un texte dans un esprit contraire à ce qui a été adopté par le législateur, dans un but d'éluder totalement ou partiellement l'impôt. Et ce fameux abus de droit, qui à l'origine est exclusivement fiscal, dans un but d'éluder totalement ou partiellement l'impôt, devient à but principalement fiscal. Le terme exclusivement a été remplacé par? Il n'est pas remplacé. Il y a une deuxième ligne dans le texte qui dit au-delà de l'exclusivement, on a aussi la possibilité d'avoir un but principalement fiscal, ce qui peut être dangereux pour le contribuable. Encore une fois, beaucoup de particuliers utilisent cette technique du démembrement de propriété. Est-ce que ces montages, encore une fois, sont en risque aujourd'hui, que ce soit pour l'immobilier ou pour même d'autres types de biens? Alors, le gouvernement se veut rassurant, puisqu'il y a un communiqué de presse qui est paru récemment, qui a vocation à rassurer le contribuable par rapport à ces stratégies patrimoniales. Pour autant, les praticiens, les spécialistes s'interrogent sur la détermination du but principalement fiscal. Qu'est-ce que recouvre cette notion? Parce que c'est une notion subjective et qui est aujourd'hui pas définie par le législateur. Donc il n'y a pas de risque, encore une fois, pour celles et ceux qui ont déjà pratiqué ce démembrement de propriété
ou celles et ceux qui seront amenés à le faire dans l'avenir? A priori, non. Après, il ne s'agit que d'un communiqué de presse, donc il faut faire attention dans cette Preuve que c'est un vrai patrimoniale. sujet. Pour que Bercy lâche un communiqué de presse, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, il y a beaucoup de bruit D'agitation. sur tout ça, ouais, beaucoup. Bon. Et d'autres types de montages patrimoniaux, pour le coup, Alexandre, peuvent poser problème, au-delà, encore une fois, du démembrement d'un bien immobilier? L'idée du principalement fiscal, c'est que ça touche énormément de sujets. Donc évidemment, on pourrait s'interroger sur différentes stratégies qui sont aujourd'hui adoptées et qui pourraient entrer dans le cadre du principalement fiscal. J'entends par là, par exemple, une donation avant cession qui permet d'éliminer des droits. On pourrait aussi parler de changement de régime matrimonial qui pourrait permettre d'éviter des droits ou contourner des droits potentiellement importants. Une adoption simple du conjoint qui permet aussi de gagner en termes de droits. Donc toutes ces stratégies communément utilisées par les praticiens pourraient entrer dans le viseur de l'administration fiscale. Donc ça va dans votre sens, mais plus que jamais, on se dit qu'il vaut mieux se faire conseiller, encore une fois, pour ne pas risquer de voir son montage patrimonial requalifié, parce que c'est ça le risque derrière. Il est effectivement conseillé de se faire accompagner au mieux pour être, on va dire, dans une situation de précontentieux, préparer des arguments vis-à-vis de l'administration fiscale pour pouvoir se défendre en cas de contrôle. En cas de contrôle. Allez, merci Alexandre. Merci.